Merci, vous me faites beaucoup d'honneur. Je ne suis que directeur adjoint de la direction de la stratégie des études et statistiques. Hein, donc, effectivement, c'est très différent. Voilà, et je suis médecin de santé publique et je vais donc vous faire une présentation, alors évidemment courte, et donc on ne pourra pas, au cours de la présentation, faire autre chose que de survoler les sujets et pas forcément rentrer dedans, et chacun d'entre eux, évidemment, appelle énormément de débats et de peut-être même contradictoires. L'idée n'est pas de vous asséner une vérité révélée sur certains sujets, mais d'essayer de prendre un peu de recul sur ce sujet de la mesure et qui dit mesure dit indicateur, et donc ce sujet des indicateurs qui fait évidemment beaucoup parler, parce que les indicateurs, on en a beaucoup. Hein. Un petit décompte qui a été fait par le ministère récemment, on retrouve à peu près 13 000 indicateurs en France qui sont produits de manière régulière autour du système de santé. Donc c'est ce qu'en anglais on appelle le data porn, c'est-à-dire une consommation extraordinaire de données. Et évidemment, on le fait aujourd'hui parce qu'on a des systèmes d'information qui permettent de produire beaucoup plus d'informations qu'avant. Avant, il fallait remplir des formulaires à la main, il fallait faire les statistiques à la main. Aujourd'hui, on a des ordinateurs qui les produisent automatiquement. Et donc, se pose la question pourquoi et à quoi servent ces mesures et quelle est la finalité que l'on recherche. Alors, d'ailleurs, je cherche la flèche. Voilà. Donc, un petit mot simplement. Oula, je vais un peu vite. Donc moi, dans ma direction dans laquelle je travaille, évidemment, on travaille beaucoup avec les données. Donc on a 4 missions. On produit des statistiques pour l'assurance maladie, donc les dépenses de ville, le suivi des patients en AFD, etc., etc. On produit des études, et je présenterai certains des résultats de ces études dans ma présentation. On a aussi une mission de prospective et de veille, donc on fait beaucoup de comparaisons internationales sur les systèmes de santé. Et puis enfin, on a la mission d'assurer la maîtrise d'ouvrage opérationnel d'un système d'information qui s'appelle le SNIRAM, aujourd'hui le SNDS, le Système national des données de santé, donc ce système qui chaîne la plus grande partie des données de remboursement, qui nous permet d'avoir une vision sur, on va dire, les parcours de soins et les états de santé de la population vus à travers le prisme de la consommation de soins. Alors, un aphorisme qu'on retrouve souvent, qui est une espèce de mantra du management, qui est attribué à un psychologue social des années du milieu du XXe siècle, qui s'appelait M. Eyre, qui dit « on améliore que ce qu'on mesure », et c'est devenu, dans un certain nombre de cas, le mantra pour dire on mesure, parce que si on ne mesure pas, on n'améliore pas. Et ça, c'est évidemment une première motivation, mais petit pas de côté, ça, c'est de la littérature du management, et on a souvent tendance à dire dans les cercles dirigeants ou de gestion du système que les médecins ne savent pas gérer des indicateurs. Alors, je commencerai par dire, vous en utilisez tous les jours des indicateurs. Quand vous mesurez des enzymes cardiaques, c'est un indicateur. Vous allez utiliser une mesure numérique qui va vous donner des informations, en l'occurrence sur un processus biologique, et à partir de la valeur que vous allez avoir rapportée à une norme, vous allez en inférer une information clinique qui va vous aider à poser un diagnostic ou à faire un choix thérapeutique. Et donc, je prends un exemple qui est en biologie, parce qu'on a beaucoup de valeurs numériques en biologie. Donc, vous utilisez tous les jours des indicateurs. La différence avec les indicateurs qu'on utilise en management et dans l'organisation du système, c'est que l'objet qu'on examine, ça n'est pas un processus biologique ou un organisme vivant, c'est un système organisationnel complexe, mais d'une certaine façon, c'est exactement la même démarche. On va essayer de trouver un chiffre qui va nous donner une information sur un processus, et on va essayer de comprendre quelle est la qualité de cette information, à quoi ça sert, et qu'est-ce qu'on peut en tirer comme conclusion. Donc ça, c'est un point important. Mais évidemment, mesurer un indicateur, ça se fait dans des circonstances très différentes, et en réalité, la finalité de la mesure peut varier. Et ici, donc, sur la gauche de la diapositive, j'ai pris une référence qui est du domaine des sciences du management, où les auteurs identifient 8 situations, 8 finalités pour lesquelles on va faire une mesure. Par exemple, on va vouloir évaluer la performance ou la qualité d'une organisation. Par exemple, on va vouloir contrôler si l'organisation fait correctement ce qui est attendu d'elle. On va pouvoir utiliser des indicateurs pour allouer des ressources. À qui on va allouer des budgets, à quel, par exemple, dans une organisation, où vont aller les postes. On utilise des indicateurs pour ça. Mais on peut aussi utiliser des indicateurs pour motiver une équipe. Quand on se lance dans une action d'amélioration de la qualité, on va pouvoir mettre en avant des indicateurs pour montrer qu'on a obtenu des résultats, pour promouvoir le travail, pour célébrer des résultats. Mais on peut aussi utiliser des indicateurs pour apprendre et s'améliorer. Et ce qui est important, c'est qu'on ne se pose pas les mêmes questions. Et bien évidemment, derrière, ça implique des choix méthodologiques qui vont être différents. On ne va pas mesurer la même chose
on ne va pas mesurer de la même façon, on ne va pas avoir la même exigence en termes de qualité métrologique de l'indicateur, on ne va pas utiliser la même valeur de référence, et les parties prenantes qui vont être impliquées dans ces choix-là ne vont pas être les mêmes selon qu'on est dans un indicateur qui a vocation à être publié, par exemple, ou un indicateur qui a vocation à rester au sein d'une équipe pour mener une démarche d'amélioration de la qualité. Donc ça, c'est très important. Alors, on retrouve des distinctions comme celle-là dans le domaine de la qualité en santé, c'est une autre référence. Et ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, dans le milieu de la santé, on a comme référence la recherche. Et souvent, quand on réfléchit sur les données, on va réfléchir sur la recherche, sur l'essai randomisé contrôlé. On va avoir un référentiel de pensée par rapport à la mesure qui va être celle de la recherche. Or, quand on est dans des démarches d'amélioration de la qualité ou dans des démarches de reddition de comptes, ce que les Anglais appellent accountability, qu'on distingue ici dans cette référence, on ne va pas faire les mêmes choix. La recherche, on va se poser une question, on va construire un indicateur de manière très spécifique par rapport à la question pour que cet indicateur nous permette d'avancer. Dans la démarche expérimentale de Claude Bernard, c'est comme ça qu'on fonctionne. Quand on est dans une logique, par exemple, d'amélioration de la qualité, on va répéter la mesure et donc on va se poser la question du coût de la mesure, de sa variation, des facteurs qui vont pouvoir expliquer la variation, et donc on va être dans des réflexions qui vont être différentes. Donc ça, c'est des points extrêmement importants parce que derrière, on va avoir le même chiffre, on va mesurer, on va observer la même chose, mais on ne va pas le faire de la même manière selon que la finalité qu'on choisit. Donc par exemple, si je veux évaluer un processus, eh bien, je vais essayer de mesurer des résultats ou des outcomes, et je vais les comparer par rapport à un résultat attendu. Je m'attends à trouver ça, est-ce que je trouve ça ou pas ça? Quand j'évalue, par exemple, une forme d'organisation par rapport à une autre. Quand je suis dans une logique de contrôle, par exemple dans du contrôle qualité, je vais plutôt regarder des moyens ou des inputs, et je vais regarder si ces moyens ou ces inputs sont conformes à un référentiel. Par exemple, vous avez des normes pour l'autorisation d'un certain nombre d'activités, et donc je vais regarder, non pas le résultat la plupart du temps, mais est-ce que, par exemple, le ratio de personnel correspond aux normes, etc., etc. Et donc on est sur une logique différente. Pour allouer des ressources, eh bien, je vais rapporter les résultats ou l'outcome aux moyens ou aux inputs. Et donc, je vais comparer ça à une valeur de référence en disant est-ce que, par rapport au prix que ça me coûte, est-ce que c'est efficient ou pas efficient? Et là, on est dans des réflexions qui sont évidemment parfois compliquées. Et puis, quand on est dans une logique de motivation des acteurs, à ce moment-là, on va aussi réfléchir sur est-ce que l'indicateur parle aux personnes à qui je vais le montrer? Et est-ce qu'il considère l'objectif comme un objectif raisonnable? Et ça, c'est très important parce que si on utilise un indicateur de recherche pour faire de la motivation, on sait que cet indicateur ne variera qu'au bout de 5 ans, eh bien, on ne va pas pouvoir motiver les gens en leur disant on verra le résultat dans 5 ans. Et donc, on va pouvoir prendre un certain nombre de mesures, entre guillemets, un petit peu dégradées d'un point de vue méthodologique pour pouvoir avoir des indicateurs de manière répétée, sachant qu'on va perdre un petit peu dans la qualité de l'indicateur ce qu'on va gagner en termes de rafraîchissement et en termes de capacité à mobiliser les équipes. Et donc, c'est la nature de ce qui va être mesuré, la jauge qu'on va utiliser pour l'apprécier, le point de départ et les cibles qui vont varier, et donc la qualité et la source des données, et aussi les modèles statistiques. Parce que c'est très important, évidemment. Par exemple, quand vous allez suivre l'évolution d'un indicateur dans le temps, vous allez devoir tenir compte de la saisonnalité, d'un certain nombre de facteurs extérieurs qui peuvent faire varier cet indicateur et qu'il va falloir neutraliser dans des modèles, par exemple sur des séries temporelles, pour être sûr que l'observation, la variation que vous observez est bien une variation vraie de l'indicateur et pas un phénomène extérieur qui viendrait modifier l'indicateur sans que ce que vous voulez observer ait réellement bougé. Alors je vais illustrer ça par un exemple d'un indicateur qui est le temps de passage ou le temps d'attente aux urgences. Je ne fais pas la promotion de cet indicateur, mais c'est un indicateur qui est assez populaire dans la littérature. Et je vais illustrer sur l'exemple de 3 pays comment on peut l'utiliser. Alors ça, c'est des données qui sont issues d'un rapport d'une ancienne structure qui s'appelait la MEA, qui a beaucoup travaillé sur cette question des délais de passage aux urgences. Et ce que vous voyez, c'est la distribution des délais de passage. Chaque courbe représente un des services d'urgence qui avaient participé à ce projet. Il y en avait, je crois, une trentaine. Et donc, on voyait la distribution des séjours en fonction des temps de passage. Et ce qui est intéressant là, on est dans une coupe transversale, donc il n'y a pas besoin de modèles statistiques extraordinaires. Et on va voir que vous avez, par exemple, si je retrouve la flèche ici et là, des services qui ont une distribution des délais de passage très différente. La question qui se pose, c'est pourquoi? Et c'est intéressant, là, on est dans une logique d'analyse et de diagnostic. Qu'est-ce qui fait que le service ici a une distribution le plus bas différente par rapport aux autres? Est-ce qu'ils ont des patients différents? Et à ce moment-là, comment est-ce que je peux essayer de le mettre en avant? Comment est-ce que je peux ajuster sur ça? Est-ce que, par exemple, je peux faire en fonction de la gravité des patients, en fonction de l'âge? Est-ce que c'est des modes d'organisation différents? Et donc, à ce moment-là, je vais devoir décrire l'organisation, essayer de comprendre ce qui, dans l'organisation, peut expliquer cette distribution. Et donc, vous voyez que là, je mesure un indicateur, la distribution du temps de passage. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris 30 jours. À chaque patient qui passait,
j'ai récupéré à la main ou à partir d'un système d'information, j'ai mis ça dans un Excel et j'ai produit cette courbe. C'est assez simple à faire. Mais je peux aussi l'utiliser pour suivre les actions. Et là, on est dans une logique d'amélioration. C'est l'exemple d'un CHU qui avait participé à ce projet. Et vous voyez une mesure très simple qui est répétée dans le temps. On va suivre mois par mois le délai moyen de passage, le nombre de passages. Ici, on n'est pas du tout sur des modèles statistiques extraordinairement compliqués. Simplement, ça permet aux équipes qui ont décidé de mettre en place un certain nombre d'actions de suivre en temps réel, entre guillemets, l'atteinte ou non de ces résultats. On n'est pas dans une logique d'évaluation, on est dans une logique de suivi et de valorisation. Là, on est dans un autre pays, on est en Angleterre, on mesure à peu près exactement la même chose, c'est-à-dire le délai, en l'occurrence le délai d'attente en Angleterre, sauf qu'eux, ils le font systématiquement sur tous les services d'urgence, sur tous les patients, et ils ont un standard national qui est le 4-hour standard, c'est-à-dire 4 heures. Quel est le pourcentage des patients qui ont attendu moins de 4 heures? Et donc, vous voyez, il y a deux courbes. Une courbe en pointillé en rouge, c'est la norme attendue nationale, c'est l'objectif. Vous voyez en bleu, c'est pour les patients les plus lourds, et vous voyez qu'on est quasiment à 100%. Et puis en bleu foncé, vous avez la courbe des patients, je ne sais pas exactement si on pourrait comparer au CCMU1, mais c'est à peu près l'idée des patients les plus légers, et vous voyez que cette courbe, au niveau national, a plutôt tendance à se dégrader, ce qui prouve, soit dit en passant entre parenthèses, qu'il ne suffit pas de suivre un indicateur et de le publier pour améliorer, par l'effet du Saint-Esprit, le processus que l'on suit. Mais on mesure exactement la même chose que ce qu'on mesurait avant, sauf qu'on ne le mesure pas de la même façon, on ne le fait pas pour le même objectif, on ne couvre pas la même population de services d'urgence, et là ça repose sur des systèmes d'information automatisés, avec une collecte automatisée des indicateurs, et évidemment des modèles statistiques pour ajuster et avoir une courbe qui soit une courbe réelle du délai d'attente, compte tenu d'un certain nombre de confondeurs qu'on va essayer de prendre en compte. Troisième exemple, et là on traverse l'Atlantique, on va au Canada. Alors là c'est complètement différent, je mesure la même chose, c'est le délai d'attente, sauf que là, je m'y suis connecté donc hier. Alors, au Canada, il était 7h du matin, mais évidemment, c'était un peu plus tard ici. En temps réel, hôpital par hôpital, là c'est l'Alberta, mais vous l'avez pour toutes les provinces, le délai moyen d'attente par hôpital. Donc là aussi, je mesure la même chose, sauf que là, c'est rafraîchi en temps réel. Alors, quelle est la source d'information? Je ne le sais pas. Est-ce que réellement on attend 1h23? Je ne le sais pas. Mais quel est l'objectif de ça? C'est d'une part de faire de la transparence et implicitement d'aider à l'orientation des patients. Et vous voyez d'ailleurs dans ce site internet que vous avez des informations pour dire attention, si c'est vraiment grave, commencez pas à vous amuser à choisir le service où il y a le moins de délai d'attente, mais allez appeler le 911 ou allez au plus proche. Mais vous voyez bien là aussi que finalement, sur ces trois exemples, j'ai mesuré le même processus qui est la prise en charge aux urgences. J'ai utilisé le même indicateur qui est le délai de passage, le temps d'attente autour de ça, et simplement, en fonction de la finalité que j'avais, j'utilise des systèmes d'information, des standards, des méthodes, etc., qui sont complètement différents. Ouais, voilà. Alors bon, après, je ne suis pas allé voir dans les hôpitaux, mais j'ai trouvé ça assez extraordinaire. Et vous l'avez sur toutes les provinces, tous les hôpitaux. Alors là, on va changer complètement. J'ai emprunté et subtilisé ce graphique au dernier bulletin du réseau Au Secours pour vous montrer qu'on peut aussi mesurer des informations beaucoup plus médicales, puisque quand on regarde le délai de passage ou le délai d'attente, on n'a aucune information sur quelle est la nature des patients qui sont là. Est-ce que c'est des patients graves ou pas? Quel est le motif? Est-ce qu'on est en été ou en hiver? Est-ce qu'on a le même case mix? Là, on a une information. Alors, en l'occurrence, c'est la courbe qui permet de suivre les passages pour rougeole. Et vous voyez ici, on est sur de la comparaison temporelle. Et donc, on a des modèles statistiques et des sources d'informations automatisées qui sont beaucoup plus complexes parce qu'on va être dans une logique de surveillance où on va avoir besoin de savoir que si la courbe augmente, il faut qu'elle augmente vraiment et que ça nous dise que c'est vraiment un phénomène syndromique et que ça n'est pas un artefact de mesure. Et donc, on va prendre des mesures méthodologiques très importantes pour s'assurer qu'on mesure bien ce que l'on mesure. Et donc, vous voyez, là aussi, je vais mesurer un indicateur. Alors, cet indicateur-là, il est très utile pour Santé publique France et dans une logique de suivi. Est-ce que dans la gestion quotidienne d'un service d'urgence, cet indicateur est utile? Peut-être pas, et vous allez avoir d'autres sources d'informations pour suivre les patients, et vous avez besoin d'avoir le pic quasiment heure par heure du nombre de patients pour faire de la gestion, et pas d'attendre hebdomadaire, semaine par semaine, où là, on est plutôt on regarde dans le rétroviseur. Pour nous, l'assurance maladie, c'est très important d'avoir ces courbes parce que nous, on suit les dépenses de ville. Et donc, parfois, quand on a une épidémie de grippe qui passe du mois de décembre, avec un pic qui passe du mois de décembre, janvier ou février, ça se voit dans le suivi des dépenses, puisqu'on a des modèles statistiques qui ajustent sur la temporalité. Et il suffit que la grippe se décale d'un mois pour que ça nous mette par terre tout notre modèle statistique et qu'on a l'impression que les dépenses explosent, alors que c'est simplement
un effet statistique. Donc c'est très important aussi d'avoir cette idée que la méthode et la façon dont je vais calculer les indicateurs, c'est pas simplement dire je vais mesurer le délai de passage, il faut savoir je le mesure quand, c'est quoi le point de départ, c'est quoi le point d'arrivée, comment j'ajuste, sur combien de patients, est-ce que je fais un échantillon, est-ce que c'est systématique, etc., etc. Enfin, je terminerai la présentation avec ce dernier exemple. À quoi peut servir aussi la mesure? Alors là, on est plus dans une logique d'analyse et d'étude. Alors, le débat juste avant était passionnant. Je regrette de ne pas avoir pu y assister en entier, mais on a un sujet qui est finalement une augmentation très forte de l'activité des urgences en France. Et on a étudié entre 2010 et 2015 cette activité-là à partir des données de remboursement de l'assurance maladie. Ce qu'on constate déjà, c'est qu'entre 2010 et 2015, on a une augmentation de 20% de l'activité des urgences, ce qui est de l'ordre de entre 3 et 5% par an en moyenne. C'est très dynamique. Pour vous donner un ordre de grandeur, les postes dynamiques en termes de croissance de volume d'activité, c'est plutôt 2-2,5%. Donc là, on a un poste dont on dirait en conjoncture que c'est une augmentation explosive. Donc la question qui se pose, c'est de savoir, mais finalement, pourquoi? Et est-ce qu'on peut essayer d'éclairer cette question? Qu'est-ce qui fait que ça augmente? Alors, on a essayé de regarder d'abord deux choses. On a décomposé cette croissance en disant, finalement, notre hypothèse, c'est qu'il y a deux facteurs. Il y a un facteur démographique, c'est-à-dire que la population, là on est sur des données France entière, quasiment, on exclut une cinquantaine d'établissements pour des raisons de disponibilité des données, mais globalement, retenez que c'est France entière. La population française, elle augmente d'à peu près 1% par an en moyenne. Mécaniquement, ça veut dire, ça peut expliquer une augmentation d'1% par an en moyenne de l'activité des urgences. Premier facteur. Deuxième facteur, le vieillissement de la population. Qu'est-ce que c'est que le vieillissement de la population? D'un point de vue statistique, c'est que la proportion des personnes qui sont dans des classes d'âge plus élevées est plus importante. Donc on va avoir ce qu'on appelle la distribution de la population par classe d'âge qui va être modifiée. Ça, on se dit, les personnes âgées sont peut-être plus fragiles, elles vont plus aller aux urgences, donc ça peut être aussi un facteur d'augmentation de l'activité des urgences. Et enfin, deuxième phénomène, c'est le taux de recours. C'est-à-dire qu'à âge identique, à taille de la population identique, les gens peuvent aller plus aux urgences en fonction du temps. Et donc on a regardé, on a décomposé, je ne vais pas rentrer dans le domaine statistique, mais globalement ce qu'on fait, c'est qu'on neutralise les autres facteurs et on regarde s'il n'y avait eu que le facteur qu'on regarde qui avait bougé, qu'est-ce qui se serait passé? Et bien ce que vous voyez, c'est que globalement l'effet démographique, c'est 3,2% d'augmentation. S'il n'y avait pas eu autre chose que l'augmentation, les facteurs démographiques, l'activité des urgences n'aurait augmenté que de 3,2%, dont 3,1% dû à l'augmentation de la population. Autrement dit, vous voyez, et alors je peux vous dire qu'on a refait 10 fois les calculs parce que c'est très surprenant d'avoir ce résultat, l'effet âge est quasi nul. C'est-à-dire que s'il n'y avait eu que le vieillissement de la population qui avait été le facteur qui faisait évoluer le recours aux urgences, on aurait eu une activité stable. Alors, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas plus de personnes âgées aux urgences, ça veut dire en fait qu'il y a plus de consommation aux urgences pour toutes les catégories d'âge, et c'est ce qu'on retrouve dans le reste, c'est-à-dire que ce qui explique principalement l'évolution du nombre de passages entre 2010 et 2015, et là on est uniquement sur des facteurs démographiques et de recours, on ne parle pas d'analyse médicale, on n'a pas malheureusement ces données-là, c'est le taux de recours, c'est l'effet recours aux soins, le taux de recours. Autrement dit, s'il y a plus de gens aux urgences, c'est parce que les gens vont plus aux urgences indépendamment de leur âge et de la taille de la population. Donc ça c'est une information assez intéressante, et vous voyez qu'avec ces données, on n'avait jamais fait ce calcul-là. Alors, ça ouvre évidemment, et ça pose beaucoup de questions, et je n'ai pas l'idée de dire que les patients plus âgés ne sont pas plus lourds, ne sont pas plus complexes. On est juste ici sur le nombre de passages aux urgences, pas sur la charge induite sur les équipes. Mais c'est un phénomène intéressant parce que ça veut dire que si on veut agir sur ce flux, ça n'est pas seulement les personnes âgées qu'il faut cibler, c'est l'ensemble de la population, et essayer de comprendre quels sont les déterminants qui font ça. Alors on a essayé de regarder un phénomène qui est souvent cité, on en a parlé, qui est finalement le recours, la diminution de la démographie médicale et les problématiques d'accès à la médecine générale. Et donc on a fait ce qu'on pouvait faire avec nos données, c'est donc on a regardé département par département, et on a regardé s'il y avait une corrélation entre l'évolution pour la population résidente dans le département, l'évolution du taux de recours aux urgences, d'un côté, et d'autre part, l'évolution de l'offre de soins ambulatoires, qu'on a approximée par la densité de médecins généralistes pour 10 000 habitants, tout médecin généraliste, secteur 1, la densité de médecins spécialistes pour 10 000 habitants, tout spécialiste, secteur 1, et l'activité de permanence des soins ambulatoires telle qu'elle est facturée à l'assurance maladie. Et on a retrouvé pour aucune de ces situations, il n'y a aucune corrélation statistique. Autrement dit, ce n'est pas dans les départements où la démographie médicale s'est le plus dégradée qu'il y a eu plus d'augmentation du recours aux urgences.
Ça peut paraître contre-intuitif avec d'autres études qui sont plutôt dans une logique ici et ailleurs, de dire que dans les départements où il y a moins de médecins généralistes, il y a plus de gens qui vont aux urgences. Nous, on s'est posé une question légèrement différente qui était de dire qu'est-ce qui fait que ça augmente ? Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de différence d'un département à l'autre. Ça veut dire que, en tout cas dans cette étude-là, et probablement qu'on aura besoin de faire des études plus fines, et notamment de chaîner les informations qu'on a dans les RPU avec le reste des informations pour savoir, mais ça n'est pas simplement parce qu'un médecin généraliste s'en va qu'il y a mécaniquement plus de passages aux urgences dans ce territoire, parce que probablement il y a des voies de dérivation qui viennent, il y a peut-être aussi du non-recours aux soins, et tout ça aboutit à une absence de corrélation statistique sur cette étude. On a également regardé une population qui est celle des usagers fréquents, qu'on a définie comme, ce qui est à peu près, je crois, dans la littérature, toutes les personnes qui ont plus de 3 passages aux urgences dans une année, dans une période de 12 mois. Et ces personnes-là, alors on a restreint à la population des plus de 65 ans parce que c'est la population sur laquelle on travaillait. Et on a regardé, on a croisé avec plein d'informations. Et de façon évidemment non surprenante pour la plupart des gens ici, les résidents en EHPAD sont plus à risque d'être des usagers fréquents, sachant que quand on est un usager fréquent, en général, les 2 passages qui complètent le premier se font dans les 3 mois qui suivent le premier passage. Donc on n'est pas sur 3 passages étalés sur 12 mois. Dans la plupart des cas, c'est des consommations de soins qui sont très concentrées dans le temps. Donc résident en EHPAD est porteur d'une ou plusieurs pathologies chroniques, sachant qu'en général, quand on est en EHPAD, on a par ailleurs une ou plusieurs pathologies chroniques. Alors ça peut paraître non surprenant vu des urgences, mais quand on regarde les choses vu de l'assurance maladie, on se dit mais l'EHPAD est censé être un endroit où, d'une part, on a un environnement soignant, a priori, et que d'autre part, il y a de plus en plus de dispositifs d'accès direct à la gériatrie qui se mettent en place. Et donc, ce qu'on peut voir sur cette étude-là, c'est qu'a priori, en tout cas, ces dispositifs soit ne fonctionnent pas, soit n'ont pas suffisamment d'impact pour pouvoir être visibles à l'échelle, là encore, de la population française sur cette étude-là. Donc, l'idée, évidemment, pas de vous dire qu'on a résolu cette question, simplement qu'on a apporté des éléments de mesure qui permettent peut-être d'éclairer certaines questions différemment et de revoir un problème. Et je reviens à la métaphore avec le processus biologique. Il ne faut pas voir les organisations comme des organisations déterministes où A donne B et je mets 2A, j'obtiens 2B. C'est des systèmes complexes. On a ce qu'on appelle des phénomènes émergents, c'est-à-dire que parfois, une petite variation, ce qu'on appelle l'effet papillon dans la théorie de la complexité, une petite variation à un endroit du système peut avoir des effets très importants et on a du mal à l'expliquer avec des raisonnements simples. Et en tout cas, nous, ce qu'on a regardé est deux facteurs qui nous semblent importants parce qu'on les a retrouvés dans la littérature et que malheureusement on n'a pas dans les bases de données d'éléments pour pouvoir l'étayer, mais la défavorisation, bien évidemment, est a priori un facteur qui pourrait expliquer cela, notamment par le fait qu'il n'y a pas d'avance de frais aux urgences, à moduler parce que dans l'enquête DRESS, seuls 2% des personnes dans l'enquête DRESS de 2013 déclarent être allées aux urgences parce qu'il n'y avait pas d'avance de frais. Donc, ça ne veut pas dire que ça exclut l'hypothèse, mais bon. Mais on retrouve ça beaucoup dans la littérature internationale, cette idée de la défavorisation. Et puis probablement aussi un comportement de consommation de soins. 60% des gens dans l'enquête DRESS qui ont répondu ont dit « je suis venu volontairement aux urgences parce que je cherchais un plateau technique, parce que je cherchais une prise en charge globale et je vais aux urgences en sachant que j'y vais volontairement et je n'y vais pas par défaut ». Et ça, c'est intéressant parce que ça veut dire qu'il ne faut pas nécessairement simplement élargir les horaires d'ouverture de la médecine de ville. Et ça, il y a maintenant pas mal d'évaluations assez costauds qui sont sortis. Tous les dispositifs, notamment en Angleterre, autour de Manchester, avec populations de plusieurs dizaines de milliers de personnes. Le simple fait de simplement plus de la même chose, ouvrir plus longtemps les cabinets de médecine générale, ça n'a quasiment aucune influence sur le recours aux urgences. Probablement parce qu'il faut proposer des modes de prise en charge différents en ville, et ça, c'est quelque chose qu'on retrouve dans un certain nombre d'expérimentations et d'analyses qui sont faites à l'étranger, mais qu'on n'a pas pu étayer de manière formelle. Alors, je conclurai en vous disant, évidemment, que, après ce bref survol, j'espère vous aura généré plein de questions, peut-être des critiques, naturellement, et la discussion sera là pour qu'on en parle, mais la mesure, elle est indispensable, malgré tout, mais elle n'est pas tout. Simplement, un indicateur, c'est un outil. Un indicateur, ça n'est pas une finalité. Il ne faut surtout pas croire qu'un indicateur va vous donner la vérité, parce qu'un indicateur, c'est un compromis entre ce qu'on voudrait mesurer, ce qu'on peut mesurer, ce qu'on a les moyens de mesurer. Et donc, par définition, j'ai coutume de dire qu'un indicateur, c'est faux. C'est une représentation faussée de la réalité. Mais c'est une représentation de la réalité qui comporte une information, qui apporte de la valeur. Il faut savoir l'interpréter tout en faisant la part entre ce que dit l'indicateur et ce qu'il ne peut pas dire. Ce sont des outils non des finalités.
Évidemment, et je crois que ça c'est intéressant et ça appelle peut-être un des points qui sera discuté plus tard, on a un vrai aujourd'hui déficit de connaissances. On dit la médecine générale, les urgences, etc. Quand vous regardez combien d'études réellement ont réussi à établir ce lien, de savoir qui sont médicalement les patients qui constituent cette augmentation de 20%. Est-ce que c'est une homothétie de la population initiale? Est-ce que c'est certains diagnostics? Est-ce que c'est des patients plus lourds, plus légers? Est-ce que le fait qu'un médecin généraliste qui s'en va a réellement une influence? Ces études-là, elles restent à faire aujourd'hui et je pense qu'il est indispensable de les faire parce que si on pose un mauvais diagnostic, et vous le savez mieux que quiconque, on va avoir un mauvais traitement et on risque de ne pas, et on risque d'être confronté toujours aux mêmes symptômes. Et enfin, je dirais qu'une des très belles raisons de mesurer, c'est que ce que disait ce scientifique anglais du début du siècle, la grande tragédie de la science, une belle théorie massacrée par un vilain fait. Je pense que c'est intéressant de construire des théories, c'est indispensable de les confronter aux chiffres et aux données pour se dire, est-ce qu'on n'est pas en train de construire des châteaux de sable? Est-ce que réellement, cette hypothèse-là, elle est vraie? Et parfois, selon l'échelle où on se met pour observer un phénomène, on peut avoir l'impression de voir des choses, et quand on se met à une autre échelle, on ne les voit pas. Et c'est là tout l'intérêt de la mesure, de croiser les mesures. Voilà, je vous remercie. Et